L'invité de LCI est en plateau ce matin avec nous en ce 1er novembre. Il s'appelle Antoine Arjakovski. Merci d'être là. Bien sûr, vous êtes historien et vous êtes co-auteur de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine qui sort dans une dizaine de jours chez Robert Laffont. Alors, juste d'abord, avant toute chose, une question très personnelle, Antoine Arjakovski, puisque vous avez vécu en Ukraine une douzaine d'années, avant Maïdan, je le précise, avant 2014. Vous avez encore là-bas beaucoup de contacts et beaucoup d'amis, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les avez au téléphone? Dans quel état d'esprit sont-ils 8 mois après le début de la tragédie? Ils sont forcément résilients, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils luttent pour leur survie et donc ils n'ont pas le choix d'une certaine façon. Ils ne pensent pas une seconde à baisser les bras. Ils sont dans le combat, ils comptent sur le soutien de l'Occident et ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Mais est-ce qu'ils sont sur la ligne de leur président, qui en tant que président se doit de parler comme il parle, c'est-à-dire quand il prend la parole pour dire « nous allons reconquérir les territoires de l'Est, nous allons récupérer la Crimée, etc. » Peut-être y croient-ils, je ne sais pas, je ne vais pas poser la question, mais et eux, est-ce qu'ils y croient? Ou est-ce qu'ils se disent « la paix passera forcément par une amputation du territoire » ? Je ne crois pas du tout. Depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, les Ukrainiens sont révoltés par l'attitude de la Russie. Ils proposent un contre-modèle. Ils font tout pour aller dans cette direction. Ils le font depuis 91. 91, c'est l'indépendance de l'Ukraine. Et il y a eu 3 Maïdan. Le Maïdan de granit pour se libérer de l'Union soviétique en 91. Oui. Le Maïdan de la Révolution orange en 2004 pour un État de droit, une démocratie, alors que le deuxième tour avait été truqué. Et puis le Maïdan de la dignité en 2014 pour affirmer le choix européen. Donc ça veut dire que c'est une nation de 44 millions d'habitants qui depuis 30 ans sait que c'est sa chance historique pour enfin devenir un État-nation indépendant. Donc ils ne vont pas s'arrêter là, c'est plusieurs générations qui travaillent dans cette direction. Et là, en plus, plus Poutine fait ce qu'il fait et plus ils sont convaincus. S'il y avait encore une partie de la population dans le Donbass, on considérait qu'il y avait à peu près 20% de la population, quand j'avais sorti mon livre en 2014, qui était pro-russe et qui était indifférente. C'est-à-dire que Russie-Ukraine, à la limite, l'important c'est que le niveau de vie s'améliore. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont révoltés. On le voit dans vos reportages. À Kherson aussi, il y avait des russophones, des gens qui auraient pu accepter, mais qui là, maintenant, c'est devenu complètement impossible. Donc, non, plus le temps avance et plus les Ukrainiens se soudent comme un État-nation. Alors, malgré ces 3 Maïdan, vous avez bien fait de les rappeler, parce que quand on parle de Maïdan, on pense à celui de 2014, mais on oublie ce qui s'est passé avant, parce qu'on a la mémoire courte. Malgré ces 3 Maïdan, vous dites, vous, Antoine Arjakovski, que les Ukrainiens auraient voulu tout de même préserver leur amitié avec la Russie. Parce que ce n'est pas un pays comme les autres. Pour un Ukrainien, les Russes, c'est pas un peuple comme un autre. Ils ont une histoire commune phénoménale, ces deux peuples. Moi, ce que j'ai fait, j'ai vécu longtemps en Ukraine, j'ai vécu longtemps en Russie. Et dans les deux cas, je travaillais pour l'ambassade de France, et à Moscou, et à Kiev. Ensuite, j'ai travaillé pour l'université de Lviv. Et donc, j'ai des amis partout. Moi, j'essaie de dialoguer avec tout le monde. Et quand j'ai vu que les choses se tendaient, je suis revenu à Paris, j'ai créé une commission de dialogue vérité, justice et réconciliation entre les Russes et les Ukrainiens. Une sorte de track 2, de négociation parallèle, parce que je voyais bien que la diplomatie ne fonctionnait pas au moment des accords de Minsk. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, même si il y a une amitié du côté russe envers l'Ukraine, du côté ukrainien envers la Russie, compte tenu de l'histoire, il y a des points de divergence profonds qu'il faut traiter et qu'en général on ne traite pas, que la diplomatie met de côté. Le premier point de divergence, c'est l'histoire. Ils n'ont pas la même conception de l'histoire. Le deuxième point, c'est l'Église. Ils n'ont pas la même conception de l'Église. Or, c'est 2 pays orthodoxes à majorité. Oui. Le troisième point, c'est la question de l'État. Comment on conçoit l'État selon qu'on soit à Kiev ou à Moscou. Et le quatrième, c'est la question géopolitique des alliances. Est-ce que la priorité, c'est l'Europe ? Ou est-ce que la priorité, c'est un monde eurasiatique? Voilà, c'est ça qu'il faut traiter. Et malheureusement, plus Poutine défend une vision basée sur une histoire mythologique où il n'y a que la Russie comme héritière unique de la Rousse de Kiev, en gros. Plus le patriarche Kirill développe son idée que le patriarcat de Moscou, c'est la 3e Rome, et il faut
que le monde orthodoxe et le monde en général comprennent que c'est la civilisation russe qui pourra actualiser le Saint-Empire romain germanique, l'Empire byzantin, c'est Moscou. Ça, c'est une autre vision de l'Église qu'ont les Ukrainiens. Plus l'État-nation, comme je le disais, s'affermit en Ukraine contre une vision de l'Empire côté russe, et plus enfin les Ukrainiens disent « nous, on est Européens, on veut faire partie de la famille des nations européennes », et alors qu'en face, Poutine dit non, non, la mer Noire, c'est à nous et il faut que le monde russe se développe. Ça veut dire en gros, si quelqu'un parle le russe, il est russe, et donc il doit être défendu par la Russie. Et voilà. Donc c'est une vision impériale. Voilà, ces quatre différences profondes. Elles peuvent se traiter, simplement elles n'ont pas été prises en charge. Mais elles obèrent sensiblement une possible amitié à venir entre les Russes et les Ukrainiens quand même. Ce sont quatre différences de masse. Voilà. C'est pas rien. On a connu le même problème entre les Français et les Allemands. C'est vraiment le même problème. Les Français et les Allemands, en 1800... C'est un parallèle dans le bouquin qui était assez étonnant. Expliquez-nous. En 1871... l'Allemagne l'emporte sur la France et proclame l'Empire à Versailles. Elle bat la France à Sedan et elle proclame l'Empire en 1871 à Versailles. Et elle prend l'Alsace et la Moselle. Et donc, il y a cette idée que c'est l'Allemagne qui est l'unique héritière de Charlemagne. Ouais. Et la République, elle, n'a pas renoncé. Il y avait déjà au Second Empire, l'idée que c'était la France qui était l'héritière de Charlemagne. Encore dans les années 1880, on a construit une statue dédiée à Charlemagne en face de Notre-Dame. Ça veut dire que la Troisième République a assumé cet héritage. Et donc, ça a donné deux guerres mondiales entre deux grandes nations qui se disaient les uniques héritières de l'Empire carolingien. Et au bout du compte, eh bien, on a réussi à sortir de cette impasse théologico-politique d'abord en traitant la question historique, en disant que la bataille de Bouvines qu'on enseignait dans toutes les écoles, la bataille de 1214, et dont on fêtait le 700e anniversaire en 1914, eh bien, en France comme en Allemagne, en fait, personne ne l'avait gagnée. Et de grands historiens comme Georges Duby ont écrit des bouquins, Le Dimanche de Bouvines, pour traiter, en fait, toutes les mythologies historiques en France comme en Allemagne. On a sorti un manuel franco-allemand. On a créé l'Union européenne. Il y a un certain nombre de questions ecclésiales aussi qui ont été traitées. Les églises ont demandé pardon, enfin bref. Oui, mais c'est parce qu'il y avait deux hommes, en l'occurrence De Gaulle et Adenauer, qui ont décidé que ça allait comme ça. Que maintenant, il fallait arrêter, balancer l'histoire aux oubliettes, à la limite, et reconstruire sur du neuf et sans ambiguïté. On n'a pas balancé l'histoire aux oubliettes, on a proposé une meilleure histoire. On n'a pas non plus balancé la religion aux oubliettes, on a proposé une meilleure religion. On n'a pas balancé la géopolitique aux oubliettes, on a proposé une nouvelle géopolitique. Et c'est ça qu'il faudra faire entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Union européenne. Il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les partis chrétiens-démocrates qui ont fait ça. Exact. En France, on n'a plus tellement de partis chrétiens-démocrates. Par contre, au niveau européen, il y a le PPE, le Parti populaire européen. Oui. C'est un parti chrétien-démocrate. Donc il y a des gens qui sont capables là, et moi je travaille avec eux. Il y a un ancien Premier ministre lituanien qui s'appelle Andrius Kubilius. Oui. Voilà, qui travaille beaucoup pour essayer de soutenir l'opposition démocratique russe, où il y a des chrétiens démocrates qui se présentent comme l'alternative à Poutine. Justement, Monsieur Arjakovski, est-ce que ce n'est pas notre très grande faute à nous occidentaux, de penser que les Russes sont un peuple qui aime le pouvoir fort, qui aime les tyrans? Voilà, et donc qui aime Poutine, d'ailleurs il le réalise régulièrement à 70%, etc. Et du coup, de ne pas aider ceux qui croient à la démocratie en Russie en se disant que les 150 millions de Russes sont des serfs naturels et qu'ils aiment le joug, en quelque sorte. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on a tort de penser ça? Oui, on a tort de penser ça. Il y a une part de vérité, et donc il faut donner sa part à la vérité. Le marquis de Custine avait raconté la réalité de son voyage au début du 19e siècle dans l'Empire russe, et avait vu cette servilité, avait vu le problème de cet impérialisme qui se constituait. Donc il y a une part de vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est là où on a besoin d'historiens. C'est de gens qui expliquent qu'il y a eu des périodes de démocratie dans l'histoire de la Russie. La perestroïka, les années Gorbatchev,
Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a montré que les Russes étaient favorables à la démocratie. Ça a permis de balayer des mythes comme quoi un grand pays ne peut pas être démocratique. On voit bien que l'Inde, c'est un très grand pays et c'est une démocratie. Le Canada, c'est un pays très froid et c'est une démocratie, etc. Donc les historiens aident à sortir des clichés, des idées reçues, de rappeler que la Russie peut tout à fait devenir démocratique, mais à certaines conditions. La première condition, c'est qu'elle respecte l'état de droit et sa propre constitution. La constitution russe est prévue pour être une fédération, et elle n'est pas une fédération. En réalité, c'est Moscou qui dirige l'ensemble du pays. Donc voilà, c'est ça sur quoi on travaille actuellement, avec cette opposition qui est de plus en plus en voie de se recomposer. Il y a des congrès qui se tiennent à Vilnius, il y a un comité anti-guerre qui se crée et répond à l'un des arguments que vous avez mentionné, du fait que le joug tatar a tellement marqué les mentalités qu'ils n'y arriveront jamais. C'est Boris Akounine qui, dans son histoire de l'État russe, le raconte, et on lui répond que non, au XVe siècle, peut-être que les Tatars ont eu leur importance, mais le modèle des tsars, à l'époque, Ivan le Terrible, c'était Byzance, c'était pas Gengis Khan. Oui, enfin, moi je suis pas du tout d'accord avec vous parce que, excusez-moi, mais j'ai pas mal d'acquaintances avec les Russes. On peut noter quand même que les années Gorbatchev, qui ont été un moment charnière dans l'histoire de ce pays, nous ont beaucoup plu à nous, occidentaux, mais pas tellement finalement aux Russes eux-mêmes. Voire, il est mort il y a 2 mois, ça n'a pas fait une ligne, ça n'a pas fait des grandes manifestations de douleur et de pleurs généralisées. Et les soviétiques de l'époque, au moment du putsch d'août 91, que j'ai rencontré, j'étais là-bas, je vivais là-bas, étaient majoritairement très contents du départ de Gorbatchev et du retour à la poigne. Moi, j'ai vécu... En province, en tout cas, hein. Oui. Peut-être pas à Moscou. Moi, j'ai vécu à Moscou entre 1989 et 1998, et je dirigeais le collège universitaire français de Moscou à ce moment-là, qui avait été créé par Marek Alter avec André Sakharov. Ouais. Et il y a eu véritablement un engouement pour la démocratie. Simplement, ils n'ont pas été préparés à ça. On ne leur a pas expliqué que, par exemple, il fallait qu'ils jugent le communisme. Ils n'ont pas jugé le communisme. Et du coup, lorsque vous ne jugez pas des crimes terribles, hein, le livre noir, le premier livre noir du communisme de Stéphane Courtois explique qu'il y a eu 100 millions de morts au XXe siècle à cause du communisme. Ça n'a pas été jugé. La grande famine décrétée par Staline contre l'Ukraine, le Golodomor, plus de 4 millions de morts, ça n'a pas été jugé, ça n'a pas été condamné. Et un crime qui n'est pas jugé, au bout d'un moment, il est justifié et il est répété. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, c'était de grands dissidents qui proposaient un jugement des crimes du communisme. Ça n'a pas été fait. Et donc, au bout d'un moment, forcément, l'élite qui a fait ce putsch et qui a échoué quand même, il faut le rappeler, ce putsch, il a échoué. Oui, oui, il a duré 4 jours. Donc, bon. Voilà, il a échoué, et au bout du compte, c'est quand même les forces démocratiques qui l'ont emporté. Mais grâce à Yeltsin. Oui, mais des forces démocratiques qui n'ont pas été purifiées, si je puis dire, d'un point de vue mémoriel, politique, éthique, etc. Et du coup, au bout d'un moment, la corruption l'a remporté. À partir de 1995, moi j'étais à Moscou à ce moment-là, les Russes à la Douma ont élu une majorité communiste. Oui. Donc les réformes libérales devenaient impossibles à mettre en œuvre. Et à partir de ce moment-là, le chemin a été ouvert pour un retour du KGB au pouvoir. Et c'est ce qu'a fait Poutine en 1999. Un bon tchéquiste de base qui se retrouve tout en haut de la pyramide. Alors imaginons l'inimaginable, monsieur Arjakovski. Il se passe quelque chose à Moscou et Poutine est écarté. On le bute, ou on le met à la retraite, ou on l'enferme, enfin, il n'est plus là. Est-ce que ce n'est qu'une question d'homme, ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que si ce n'était pas M. Poutine, mais que c'était M. Z qui était au Kremlin, eh bien, la Russie serait différente et son rapport à l'Occident serait différent. Est-ce que ce n'est que cet homme qui fait ce qui se passe? Non, c'est la lettre Z qui n'est pas forcément bien choisie. Oui, parce en l'occurrence, il choisit cette lettre pour se présenter en Ukraine. Non, je ne crois pas que le problème soit uniquement Poutine. Malheureusement, le problème est bien plus grave. Le problème est plus ancré. C'est toute une génération qui, aujourd'hui, a cette nostalgie, pas tellement de l'Union soviétique, mais une nostalgie de l'Empire. Oui, Poutine, de la grandeur. De la grandeur. Et de l'Empire comme théologie politique, encore une fois, de cette idée qu'il n'y a qu'eux qui peuvent actualiser le Saint-Empire. Et d'où le langage religieux qu'ils utilisent sans arrêt pour ça. Mais on en reparlera peut-être. Donc il y a cette nostalgie de l'Empire, autocratie, orthodoxie, sentiment populaire.
Et ça va au-delà de Poutine. Ça concerne au-delà même les cercles religieux. Le Conseil de sécurité, quand on entend l'ancien président Dimitri Medvedev, il n'a que ça à la bouche de rétablir l'Empire de façon apocalyptique, etc. Donc le problème est plus grave, mais en même temps, les Russes, eux, sont quand même attachés à la paix, à la démocratie, à cette idée que leur niveau de vie puisse augmenter. Et ils voient bien qu'en Occident, ils voient bien qu'en Europe, le niveau est largement supérieur, notamment en matière de prestations sociales, etc. Et on l'a vu là... Mais ils voient bien quand même que si c'est juste pour parler de niveau de vie et de pouvoir d'achat, que c'est mieux aujourd'hui pour eux que ça n'était en 1990, où il n'y avait rien à bouffer dans les magasins de Moscou, vous l'avez vu. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est comme ça. Donc ça, ils le mettent au crédit de Poutine. Ça a fonctionné dans les années 2000. C'est ce contrat entre je vous donne la sécurité, mais vous touchez pas à la politique. Et donc, ils ont vu une amélioration de leur niveau de vie. Le prix du baril de pétrole a décuplé en l'espace de quelques années. Poutine a joué là-dessus. Aujourd'hui, ce contrat, il a été rompu à 2 moments au moins. Au moment du Covid, quand Poutine a voulu forcer les Russes à se vacciner avec un vaccin auquel ils ne croyaient pas, le Sputnik. Sputnik, oui. Et deuxièmement, au moment de la conscription, il avait promis qu'il n'y aurait pas de conscription. Là, il va dans la cuisine des gens et il menace plus de 25 millions de personnes d'aller se faire massacrer en Ukraine. Et on voit déjà que les gens qui ont été pris il y a 15 jours sont déjà envoyés au front et se font tuer. Donc ça, les Russes sont contre. Et c'est la raison pour laquelle on considère qu'il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont quitté la Russie en 1 mois. Donc, ça veut dire les Russes sont contre cette guerre. C'est ça que ça veut dire. Ils ont eu du mal à réunir des nouveaux conscrits. Et donc, lorsque on proposera aux Russes une alternative démocratique européenne crédible, alors oui, ils seront prêts à faire ce travail douloureux. Ça va mettre du temps. Il faut que nous, on soit prêts aussi en Occident à faire un programme de véritable initiation à ce qu'est une société démocratique européenne. C'est basé sur des droits, mais aussi sur des devoirs. Et ça, on leur a pas tellement expliqué. Il y a un travail de formation. En particulier, moi, je travaille au Collège des Bernardins sur un travail de formation, œcuménique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent à ce que si les religions ça peut être utile dans la vie pour essayer de trouver un sens à son existence. Ça peut être dangereux aussi si c'est pour massacrer les régions voisines. Donc il y a un travail de formation à l'état de droit, à la démocratie et à la vie des religions en société. Et ça concerne tout le monde. Une dernière question, Antoine Arjakovski. Même si peut-être la religion peut avoir son mot à dire dans cette affaire-là, c'est quand même la politique politicienne qui guide les choses. Vu l'état de la Russie, vu l'état de son système d'information, qui n'est pas de l'information mais de la propagande pure et dure de temps de guerre, vu l'état de délabrement de son système démocratique, tout ce que vous venez de dire me semble être une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer par une transition calme, par les urnes, par des élections, avec des vrais candidats contre M. Poutine, etc. Je ne vois pas d'issue comme ça, moi. Alors attendez. Je ne comprends pas. Non, je ne crois pas que ce soit une vue de l'esprit, parce Vous avez une minute. on a publié un rapport en 2019 avec 30 propositions. Ces 30 propositions se vérifient toutes aujourd'hui. Les 200 intellectuels dont je vous parlais, qui sont travaillés pendant 2 ans, ce qu'on disait par exemple sur le changement des règles du droit de veto au Conseil de sécurité, etc., c'est aujourd'hui présenté par la France aux Nations Unies. Donc c'est pas une vue de l'esprit, j'encourage tout le monde à regarder ce rapport qu'on a publié sur le site internet du Collège des Bernardins. Maintenant, là où je suis d'accord avec ce que vous dites, et les Russes de l'opposition avec qui je travaille le disent, c'est que cette transition, elle va pas se faire de façon soft, elle va se faire de façon, disent-ils, révolutionnaire. Alors c'est un mot que moi j'emploie pas parce que ça rappelle des mauvais souvenirs pour beaucoup de monde, la révolution de 1917. Néanmoins, c'est vrai que ça va pas se faire de façon facile. Les Ukrainiens, leur Maïdan, ça a été une lutte, ça a été des combats. Il y a 100 personnes qui sont mortes le 20 février 2014 parce qu'ils défendaient leur liberté. Oui. Mais je crois surtout ce qu'il faut, c'est que nous, on comprenne qu'on doit les regarder, ces opposants. Pour l'instant, on ne les regarde pas. On ne sait pas qui y a derrière comme alternative. Voilà, et donc ça, je pense que c'est un travail des démocraties européennes, de prendre au sérieux cette opposition démocratique russe, de l'aider à se solidariser, à avoir un programme commun et à les faire connaître pour que les Russes
croient en eux. Tant que nous, on ne fera pas ça, tant qu'on n'arrivera pas à dépasser nos propres a priori, comme vous le disiez, qui datent du marquis de Custine, on n'arrivera jamais à avoir une démocratie en Russie. Et si on n'a pas de démocratie en Russie, on n'aura pas la paix. Et ça, il faut que les Ukrainiens le comprennent aussi. Parce que les Ukrainiens, au bout d'un moment, on leur dit, les Russes, c'est des ours, on n'y arrivera jamais. Et les Ukrainiens ne disent, notre salut ne vient que de l'Europe. C'est pas vrai. L'Europe doit les aider, mais il faut aussi qu'ils fassent l'effort de voir qu'en Russie, il y a des grandes figures démocratiques comme Sakharov. Il y a Mémorial, par exemple, cette organisation des droits de l'homme. Oui, mais qui fonctionne à l'étranger et qui a eu le prix Nobel de la paix. C'est des gens remarquables qui sont présents dans toutes les villes de Russie, avec qui il faut travailler pour construire la paix. Et s'il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. L'historien Antoine Arjakovski, donc sur LCI ce matin, co-auteur, je vous le rappelle, de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine, qui sort, j'ai lu, le 10 novembre, exactement, chez Robert Laffont. Ça a l'air tout à fait passionnant. Un grand livre. Je pense que c'est un super bouquin. Merci d'être venu en parler si bien, si doctement et si clairement sur LCI. Et je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint, si vous la fêtez. Ça tombe bien. Oui, je la fête, bien sûr. Merci. Il est 9h moins 10, très exactement. À suivre dans une poignée de minutes, Elisabeth Martichoux, bien sûr, qui sera là pour les 3 prochaines heures sur LCI. Demain, retour de Stéphane Etcheverry, reposé comme il se doit, puisqu'il a pris 5 jours de congé. Je vous souhaite une très bonne Toussaint à toutes et à tous.